On va parler des 5 fondamentaux de l'artiste entrepreneur, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui revient très fréquemment sur mon blog, et je le mets un peu à toutes les sauces, mais c'est parce que c'est vraiment le profil que je sens que j'ai et qui me colle plus à la peau qu'un autre profil, et donc du coup j'en parle énormément. Donc alors les 5 fondamentaux, on va commencer par le premier, parce que être artiste entrepreneur, c'est avant tout être entrepreneur. Artiste. Perdu. Donc, du coup, bah oui, effectivement, l'artiste entrepreneur, c'est une sorte de combinaison de deux casquettes. Et la première des casquettes, c'est quand on est artiste, ben, c'est d'abord s'adonner à sa passion. Et oui, parce que ça, sans passion, on peut rien faire. C'est aussi s'investir régulièrement dans son art. C'est créer régulièrement, c'est-à-dire que si on a un art, mais on s'investit que tous les 4-5 ans, c'est vrai que du coup, le profil d'artiste entrepreneur va pas trop coller. Donc là, c'est vraiment les 5 fondamentaux qui vont coller aux deux casquettes, en fait. C'est aimer créer aussi, parce que dans tout ce qu'on fait, en tout cas en tant qu'artiste, c'est parce qu'on aime réaliser des choses qui nous plaisent. C'est expérimenter de nouvelles choses, c'est réaliser, voilà, apprendre de nouvelles techniques, s'inspirer, découvrir, mais c'est surtout partager, en fait. Et c'est ça, en fait, la base pour moi de l'artiste, c'est qu'il partage. Alors il peut partager des émotions, il peut partager des messages dans son art, il peut partager plein d'autres choses aussi, des couleurs, des sensations, mais c'est surtout, avant tout, une idée de partage. Donc c'est pour ça que je voulais un petit peu remettre les bases du profil d'artiste. Alors c'est vraiment dégrossi au max, parce qu'après, bien sûr, on pourrait détailler plus profondément, mais en tout cas, pour moi, un artiste, c'est avant tout quelqu'un qui s'exprime. Donc il peut s'exprimer avec de la peinture, il peut s'exprimer avec de la sculpture, avec de l'argile, il peut s'exprimer avec tous les arts plastiques, en fait, dont il dispose. Donc voilà. Est-ce que toi, tu voudrais rajouter quelque chose à ce niveau-là? Pour toi, un artiste, c'est quoi avant tout? Oui, non, mais de toute façon, c'est voilà, c'est c'est l'inspiration. Oui, l'artiste, de toute façon, il est inspiré, il s'exprime par rapport à son inspiration. Et l'idée, c'est de faire ce que l'on aime. Donc c'est l'idée. Après, évidemment, oui, s'adonner, s'investir, partager, c'est aussi le quotidien de l'artiste en termes de toutes ses créations. C'est ça. Alors justement, on avait une petite question par rapport à. Alors on va vous donner. C'est un petit sondage qui va apparaître sur votre droite. Et en fait, en gros, c'est vous sentez-vous artiste entrepreneur? Parce que That's the question. nous, on vous présente des petites choses, voilà, mais par rapport à ça et par rapport aussi à votre quotidien, est-ce que vous vous sentez artiste entrepreneur? Parce que c'est une notion aujourd'hui qui nous vient des États-Unis, donc être entrepreneur. Alors attendez, parce que je l'ai même pas publié. Voilà, j'ai publié le sondage. Voilà, c'est quelque chose qui est important, mais qui n'est pas vraiment reconnu en France, ou qui n'est pas quelque chose de dominant. C'est vrai. C'est vrai que c'est tout nouveau, en fait, en France, on va dire, cette dénomination. Donc là, on vous laisse voilà, réagir. Est-ce que tu as vu des questions dans le chat? Alors non, je n'ai pas de questions dans le chat, mais on y réfléchira tout à l'heure, on répondra tout à l'heure par rapport à la fin, puisqu'on a fait une foire aux questions. C'est ça. Alors le 2. Oui, c'est ça. Alors, je commence ou tu commences? Vas-y. D'accord. Donc, le deuxième trait de caractère, on va dire, de l'artiste entrepreneur, c'est avoir un état d'esprit. Donc cet état d'esprit, ça va englober plusieurs choses, c'est-à-dire avoir le goût de l'effort, c'est-à-dire tirer profit de ses échecs. Alors des échecs qui ne sont pas souvent des échecs, ils sont plutôt, on va dire, des ratés pour mieux se relancer, en fait. C'est aussi chercher à évoluer constamment, être toujours dans le projet, dans l'envie d'eux. C'est aussi avoir des notions d'organisation, parce que ça c'est important quand on commence à avoir une activité qui commence à bien tourner, et donc l'organisation est importante à ce moment-là.
C'est apprendre aussi à réagir positivement, c'est-à-dire quand on a eu l'annulation du SIAC, et ben nous, quand on nous a dit, on a installé le vendredi, enfin le jeudi, le vendredi on a donc exposé. Alors je pense que tout le monde n'est pas au courant, donc c'est faut ça. juste peut-être refaire une petite oui, en fait, notification. donc on était au salon du SIAC à Marseille et en fait il a été annulé après son premier jour d'exposition. Donc on était déjà installés, on avait déjà nos stands qui étaient installés, mais en fait on nous a annoncé que on ne pouvait plus exposer parce qu'on était passé de 1000 visiteurs à 100 visiteurs, ce qui était quasiment impossible vu qu'on était déjà 200 exposants. Donc ça voulait dire qu'il n'y avait pas du tout de visiteurs. Donc on a finalement pris la chose, voilà, on ne s'est pas mis en colère, comme certains artistes ont pu le faire sur le SIAC. On n'a pas vu ça comme effectivement, c'est comment dire, c'est une difficulté c'est un défi, un challenge. Mais on a vu ça positivement parce que de toute façon, ça nous apprend aussi à gérer ce genre de situation de crise qu'on n'avait jamais su gérer avant. Donc c'était un bon exercice. Donc ça, c'était l'exemple pour dire apprendre à réagir positivement dans toutes les situations. C'est aussi choisir la vie qu'on veut mener, la réalité qu'on veut mener en fait. Et puis c'est se connecter à ses valeurs. Voilà. Donc tout ça, c'est avoir un état d'esprit vraiment. Ça, c'est vraiment l'état d'esprit, on va dire plutôt entrepreneur. Donc on a vu juste avant la casquette artiste. Là, on voit la casquette un peu entrepreneur. Et c'est vrai que la combinaison des deux, ça s'associe assez bien, quoi. Donc comment dire, j'ai du mal à parler, donc je vais articuler un peu plus. Donc voilà, par rapport au sondage, donc vous êtes 63% à dire oui, je me sens artiste entrepreneur, donc 4% non, et 31% peut-être. Mais je vous le dis tout de suite, si vous êtes là et que vous suivez le site amelie.fr et que vous êtes avec nous, ça veut dire que vous voulez en savoir plus et que vous êtes motivé pour continuer votre job, votre activité artistique. Donc ça veut dire que vous êtes de toute façon quelque part un artiste entrepreneur. C'est ça. Voilà, donc vous avez votre réponse. C'est ça. Et la motivation, c'est un bon état d'esprit. Donc c'est très bien. Alors on va passer au troisième point. Donc ça va plutôt être moi. Donc l'artiste entrepreneur. Donc ok, on peut différencier. Alors moi j'ai une question. Vas-y. Avant de commencer. C'est par exemple, est-ce que l'artiste entrepreneur, c'est être artiste auto-entrepreneur? Est-ce que c'est la même chose? Ah non, rien à voir. En fait, voilà, artiste entrepreneur, c'est l'artiste qui entreprend, qui fait le nécessaire pour vendre des toiles, pour montrer ses toiles, pour essayer d'en faire une vente. Maintenant, les statuts différents que l'on peut avoir, donc je l'ai marqué, donc statut professionnel artiste à la MDA, à l'AGESA pour les photographes ou les autres statuts. Il y en a aussi qui sont en SARL, en EARL, d'autres en SAS. Et des débutants, des étudiants, des retraités. Donc, quelquefois, vous n'avez pas de statut fiscal et social puisque vous faites une activité qui est à côté. Mais ça n'empêche pas que vous êtes quand même entrepreneur et que vous avez envie aussi de passer à l'action, de promouvoir en fait votre œuvre, enfin vos œuvres. Et après, justement, s'en suivra quelque part la prise entrepreneuriale avec une définition de statut fiscal et social. Mais voilà, l'idée, c'est pas d'avoir le statut auto-entrepreneur ou quoi que ce soit, c'est l'artiste, il entreprend. Donc, il est entrepreneur, voilà, il est entrepreneur et il essaye, voilà, enfin, il vend ses toiles ou pas, ou il les expose. Ou mais surtout, moi, je dirais, il passe à l'action, c'est-à-dire qu'il s'investit dans différents projets qui vont lui permettre de vivre de son art. Donc, il va s'investir dans sa communication, il va entreprendre donc dans la création de son art, mais il va entreprendre aussi dans la visibilité de son art, il va entreprendre aussi dans des projets collectifs, dans des projets solos, et tout ça, c'est l'artiste entrepreneur, mais ça n'a rien à voir avec le statut auto-entrepreneur. Parce que, en fait, moi, j'ai eu 2 ou 3 questions sur le blog où des gens me disaient, moi, je ne suis pas auto-entrepreneur, du coup, est-ce que ce webinaire va m'intéresser? Je leur ai dit, mais oui, ça va vous intéresser, parce qu'en fait, on ne parle pas de l'artiste auto-entrepreneur, c'est pas du tout ça. Nous, on parle de entrepreneur, celui qui entreprend, qui passe à l'action, qui a des objectifs, des projets, et qui, du coup, s'y met, quoi. En fait, c'est ça. Il s'y met. Donc voilà un petit peu. J'étais en train de lire les questions. Donc Alexandre qui dit oui, c'est de leadership aussi. Donc ça veut dire voilà, c'est de toute façon si vous voulez, à la limite, j'allais dire vendre vos idées ou promouvoir vos idées, donc vos créations. C'est aussi du leadership, c'est dire voilà, moi je fais ça, je fais ci, je fais ça, pourquoi je le fais, comment je le fais. Donc c'est aussi une interaction avec les gens qui fait que
les gens apprécient votre travail parce que vous leur exprimez votre inspiration et vos idées et vos créations. Alors, j'étais en train de relire un petit peu les alors, questions. Isabelle, comment peut-on arriver à lâcher son travail et devenir artiste entrepreneur? Eh bien, en fait, ça va dépendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez un travail salarié, vous faites à côté, par exemple, des toiles, par exemple, parce qu'Amélie est artiste peintre, donc voilà, plutôt des toiles. Ça va dépendre un petit peu jusqu'où vous êtes capable d'aller par rapport à. Le sujet est complexe parce que vous ne pouvez pas laisser votre travail salarié tout de suite parce que peut-être que vous n'arriverez pas à vendre autant de toiles pour couvrir votre salaire le salaire que vous allez avoir aujourd'hui. Donc c'est juste en fait de passer étape par étape. Nous on a des amis, ils sont passés en tiers-temps ou en quart-temps, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ils vont travailler peut-être 2 jours sur 5 ou 3 jours sur 5. Donc ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire et de comment vous voyez vous votre activité, votre vie. Après, c'est complexe. Je dirais aussi qu'il y a aussi le réseau qu'on a, c'est-à-dire que si on a 0 réseau, c'est vrai que se lancer comme ça, de but en blanc, de pas un petit peu assurer ses arrières, c'est un peu risqué. Après, si vous me dites, mais moi je suis une descendante d'une famille d'artistes, mon père est artiste, ma mère est artiste, j'ai un réseau énorme dans ce milieu-là, je connais beaucoup de gens, je connais des galeristes, je connais des curateurs. À ce moment-là, je vous dirais, ben oui, peut-être qu'à ce moment-là, il y a peut-être plus de chances pour vous de vous lancer comme ça et de réussir très rapidement. Parce que c'est vrai que c'est le réseau, en fait, qui est vraiment important là-dedans quand on se lance dans cette activité. Et au début, moi, je n'avais pas du tout de réseau, j'avais 0 réseau. Et c'est vrai que il a fallu donc un certain temps que ça se stabilise, c'est-à-dire que le temps que j'organise un réseau suffisant qui me convienne. Donc voilà, c'est avant toute chose, il faut aussi savoir doser les risques. C'est important aussi de prendre les bonnes décisions, c'est-à-dire ne pas se lancer comme ça, tête la première. Il faut savoir prendre les bonnes décisions et les bons choix. Alors Eliane qui nous pose la question, dans quel sens on entend le terme entrepreneur et l'association avec le terme artiste spécifiquement? Eh bien en fait, l'artiste va créer, mais de toute façon, si vous créez quelque chose, il y a un moment où vous allez devoir le vendre. Donc, le fait de vendre, ça vous donne de toute façon des obligations légales et fiscales. Donc, vous devenez entrepreneur puisque vous allez faire des facturations, vous allez payer des impôts dessus. Donc, vous êtes de toute façon entrepreneur à la base. Oui, oui. J'espère que j'ai été clair, Eliane. Moi, j'ai compris, donc ça allait. Alors, on va passer donc à la suivante. Alors voilà, donc un mode de vie d'indépendance. Alors oui, donc c'est vrai que quand on se lance dans le métier d'artiste et qu'on entreprend certains projets, c'est comment dire, la qualité du travail qu'on apprécie énormément en tant qu'artiste, c'est d'avoir de l'indépendance. C'est-à-dire qu'on est son propre maître, on est son propre patron. Et donc ça, c'est aussi une sorte d'état d'esprit à avoir parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui préfèrent être opérationnels et dépendre de quelqu'un qui leur dit bah, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Donc ça, il faut aussi en prendre conscience. Quand on se lance dans le métier d'artiste, on va être seul sur tous les fronts. Mais moi, j'apprécie parce que finalement, quand on a des reconnaissances, et ben, quand on a des remerciements, quand on a des encouragements, on est au premier front aussi. Ce qu'on n'a pas quand on est dans une boîte où du coup on bosse dans les bureaux et puis c'est le patron qui a tous les remerciements des clients et puis vous avez rien du tout, vous n'avez aucun retour. Donc, le mode de vie, c'est l'indépendance. Ça, j'aime pas les patrons qui s'octroient tout. C'est ça. Donc, du coup, il faut savoir oser pour aller de l'avant. Ça, c'est vraiment important. Oser montrer son travail, oser postuler à des expositions, oser candidater à des galeries. Donc ça, c'est vraiment la démarche. Ce que dit Mila, c'est ne pas avoir peur de l'échec. C'est ça. L'échec n'est vraiment pas une fin en soi. Chaque fois qu'on a un échec, on apprend. Donc, c'est quelque chose qui est quand même enrichissant. C'est une expérience. C'est une expérience et ça nous apprend après à mieux gérer les situations prochaines. Donc, ça, c'est toujours très intéressant. Quand on est indépendant et qu'on est seul sur le bateau, il faut avoir une stratégie et des plans d'action. Parce que si on n'a pas ça, du coup, le bateau n'avance pas. Donc, ça, c'est hyper important. Après, la stratégie, elle peut être hyper simple. Oui. On n'a pas besoin de développer une stratégie concurrentielle, matricielle par je ne sais quel biais. En fait, voilà, simple. Vendre mes toiles dans tel endroit ou c'est tout simple. Après, il y a des gens qui veulent exposer en galerie, d'autres pas du tout. Donc, chacun vraiment son opinion pour pouvoir
montrer ses toiles ou ses sculptures ou ses œuvres. Alors, il y a Isabelle qui demande si ce qu'on voit à l'écran, c'est le dossier que l'on va recevoir après. Alors, je l'ai pas intégré dans le mail, mais en revanche, si vous souhaitez avoir la présentation, on peut évidemment vous la renvoyer. Rajouter le lien. Avec le lien, voilà, il n'y a aucun problème. Alors, comme je rajoute à Isabelle, effectivement, c'est un dossier très succinct. Hein. Il n'y a pas du tout de détails, c'est vraiment un plan très, très épuré. Donc, le mieux, c'est quand même de prendre des notes. S'il y a des idées qui vous semblent importantes, prenez des notes. Il vaut mieux. Donc après, quand on est indépendant, il faut savoir aussi s'élever et aller plus loin. C'est-à-dire qu'il faut faire des petits pas, mais ces petits pas vont nous permettre aussi d'avancer, et au fur et à mesure, tous ces petits pas vont faire un grand pas. Donc ça, c'est important aussi d'avancer comme ça et de se dire, je suis à ce point A et je vais aller au point B. Donc ça aussi, ça fait partie de la stratégie. Ce qu'il faut faire aussi, c'est multiplier ses ressources. Alors ces ressources, c'est-à-dire tout ce qui se publie sur votre domaine d'activité. Si par exemple vous faites de la sculpture ou je ne sais quoi, ou par exemple vous faites de la feuille d'or, s'intéresser beaucoup à cette technique, mais aussi à côté s'intéresser comment vendre votre travail à la feuille d'or, comment l'exposer, comment l'expédier par exemple, parce que du coup ça va être, par exemple, si vous travaillez, je ne sais pas moi, le verre, c'est hyper fragile. Donc aussi, s'informer sur comment pouvoir expédier des œuvres très fragiles. Donc, se renseigner partout, multiplier ses ressources. Donc ça, c'est hyper important. Oublier les idées reçues. Parce que moi, je sais, quand j'ai commencé à travailler dans ce domaine et que je disais que j'étais artiste peintre, il y avait beaucoup de gens qui me répondaient « Ah oui, mais c'est quoi ton vrai métier ?» C'est vrai qu'en France, là-dessus, il y a beaucoup d'idées reçues. Pour la plupart des gens, être artiste, peintre, sculpteur, plasticien, illustrateur et je ne sais quoi, c'est un boulot de loisir. Ça, c'est une idée reçue. Et en plus, c'est une idée une croyance qui nous limite. Donc voilà, ça, il faut les oublier, sortir de son esprit. Il faut aussi apprendre à se faire confiance. Donc ça, c'est important, ça vient pas tout de suite, c'est normal, mais en lisant des livres, en allant sur des blogs qui représentent un peu ce que vous voulez atteindre, vous allez petit à petit vous créer une sorte de tissu de confiance qui va vous rassurer dans certaines étapes de votre carrière. Et puis surtout, même si on est indépendant et qu'on a des choses à gérer, il faut rester fidèle à soi-même. Ça, c'est hyper important. Faut pas se changer, faut pas essayer d'être quelqu'un d'autre, faut pas essayer d'être comme lui ou comme elle. Il faut rester fidèle à soi-même. Voilà. Alors je voyais Alexia qui marquait, voilà, faut faire preuve, de persévérance. Oui, c'est vrai que les informations sont pas réellement indiquées, sur un seul site. Notamment pour des expositions, voilà, des événements pour pouvoir exposer ses œuvres. Donc c'est vrai que c'est complexe. Et puis surtout, persévérer, c'est-à-dire que si c'est pas la première expo que vous avez candidaté qui n'a rien donné, il faut continuer. C'est vraiment là-dessus, c'est toujours être persévérer, ne pas se laisser abattre. Alors voilà, c'est ce que disait Erika là. On m'a dit c'est une passion, pas un travail. Mais justement, en fait, c'est là où on intervient, l'artiste entrepreneur, où cette notion donc des États-Unis arrive un petit peu en France, de plus en plus justement pour dire l'artiste, il a un travail à temps complet. Voilà. Et c'est un travail qui lui plaît. Moi, je suis désolée. Mais c'est aussi une passion, mais c'est surtout un travail à la base, parce que c'est quand même quelque chose pour pouvoir vivre. Mais quand on allie les deux, c'est encore mieux, parce que moi, j'ai tenté 3 ans dans une entreprise et c'était vraiment pas, idéal pour moi. Je m'épanouissais pas. J'avais l'impression de bosser pour les autres et n'avoir aucun remerciement. J'avais l'impression d'être un peu exploitée. Et du coup, ce travail que je faisais, il n'y avait aucune passion et je le faisais vraiment par obligation. Après, on a le choix. Moi, au bout d'un moment, au bout de 3 ans, je me suis dit stop, moi j'ai envie de faire ce que j'aime. Et j'ai envie d'allier les deux. J'ai envie d'allier ma passion et mon travail et me faire plaisir. Donc après, chacun prend ses choix selon aussi les cas de figure. Mais moi, je crois qu'on peut allier dans un métier, on peut se faire plaisir aussi. On a le droit, en tout cas. Voilà, et donc Erika, c'est mon booster pour prouver qu'ils ont tort. Exactement, ils ont complètement tort. Donc c'est très bien, donc booster. On va passer à la dernière slide, au 5e. Oui.
Donc voilà, donc on voulait parler des artistes entrepreneurs, donc ils sont inspirants. C'est ça, parce qu'en fait, je voulais dire qu'il y a beaucoup d'artistes en fait qui ont déjà eu cet état d'esprit entrepreneurial. On n'est pas les premiers, c'est pas depuis cette année que ça existe. Alors déjà, je vais parler, avant de commencer à partir des artistes qui inspirants, je vais parler de l'entrepreneuriat qui peut se faire à tout âge. Il n'y a vraiment pas d'âge pour se lancer. C'est pas parce il faut pas sortir des études, c'est pas parce qu'on est autodidacte, peu importe. Ça, c'est vraiment si on est motivé et qu'on a envie de le faire et que surtout ça devient quelque chose qui nous prend les tripes, on peut se lancer. On peut se lancer à 55 ans, comme on peut se lancer à 25 ans, comme on peut se lancer après des études, comme on peut se lancer en étant autodidacte, comme on peut se lancer vraiment là-dessus, il n'y a pas de règles en fait. Donc c'est ça qui est fort, c'est qu'il n'y a pas de règles, on peut le faire. Moi j'ai mis sur mon blog l'exemple d'une dame qui a déjà plus de 50 ans, je crois, et qui en fait se trouvait pas très bien dans son travail. Et au bout d'un moment, elle, ce qu'elle aimait, c'était la pâtisserie. Donc rien à voir avec la peinture, mais bon, c'est quand même une activité pour moi artistique, on va dire. Et donc elle aimait la pâtisserie, elle aimait surtout le chocolat. Et donc en fait, elle a lancé. Son fils lui disait mais t'es pas bien dans ton boulot, je vois que t'es pas bien, je vois que t'es pas bien. Donc elle a dit oui, effectivement, j'en ai marre, j'arrête tout et je me lance dans la réalisation, dans la confection de mousse au chocolat. Donc elle a fait ça et en fait, elle a augmenté son business, enfin, elle s'est lancée à fond dans ça. Bon, après, elle est partie en Chine, effectivement, au Japon, ouais, c'est au Japon, pour développer sa marque, qui a eu un succès phénoménal. Alors, on n'est pas obligé de tous partir, de s'expatrier pour réussir. Hein. Il y a des gens qui réussissent très bien en France. Mais c'est pour vous donner un exemple que cette dame, en fait, elle était à 4-5 ans de la retraite et elle s'est quand même lancée dans cette activité. Et pourtant, voilà, elle avait elle aussi des barrières dans les roues. Elle avait aussi des obstacles, c'est-à-dire on aurait pu dire l'âge, mais franchement, il n'y a pas d'obstacle si on est motivé. Et puis après, on dit juste un monoproduit, juste la mousse au chocolat, que ça, elle ne fait que de mousse au chocolat. Eh bien oui, les deux fonctionnent super bien et elle est au taquet. Donc voilà, après, il y a d'autres artistes. Alors, vous allez me dire oui, mais Mark Zuckerberg était super jeune quand il a commencé le Facebook. Oui, effectivement, mais il n'y a pas que des gens comme Mark Zuckerberg. Donc là-dessus, on peut vraiment avoir confiance et se dire que si on a vraiment l'envie et si on passe à l'action, je vois pas pourquoi on ne réussirait pas, quoi. Je suis d'accord avec toi. C'est ça. Tout ce que tu dis est super. C'est exactement. Alors après, moi, je vais vous parler des artistes qui avaient une âme entrepreneuriale. Et d'ailleurs, je vous recommande ce bouquin-là que j'ai lu, qui se lit très très facilement. Alors, c'est le bouquin de Judith Benamou Huet. Alors, on vous le donnera en lien à la fin du webinaire. Je ne sais pas si vous ne le voyez pas à l'envers. On ne voit pas grand-chose. Vous devez le voir à l'envers, mais donc c'est Judith Benamou Huet. On vous donnera le lien à la fin du webinaire. Ça s'appelle « Les artistes ont toujours aimé l'argent ». Mais je trouve que le titre n'est pas très bon. Moi, j'aurais plutôt appelé « Les artistes et le business ». Parce qu'en fait, on parle d'artistes, mais alors des artistes hyper connus, comme Le Greco, Titien, Durer, Picasso, qui d'autres encore, Chardin, Courbet, et tout ça, en fait, tous ces artistes-là, quand ils ont lancé leur business artistique, ils ont établi des stratégies marketing pour y arriver. Et donc, c'est super intéressant de voir qu'en fait, même au XVe siècle, les mecs, ils étaient au taquet et ils avaient pensé que le logo, c'était hyper intéressant, que Dürer, il a développé son logo parce qu'il s'est dit, si j'applique un logo sur toutes mes œuvres, les gens vont me reconnaître et puis après, du coup, ils penseront à moi et ils viendront vers moi. Donc, franchement, ce petit bouquin-là, ça décomplexe. Franchement, ça décomplexe. Quand vous avez des soucis un petit peu pour vous, l'argent est tabou, lisez ce bouquin-là. Donc, les artistes ont toujours aimé l'argent et vous verrez qu'il y a plein d'artistes qui se sont lancés dans le marketing. Plein, et bien avant nous. Avant 2020. Avant 2020. Donc ça, c'était le petit bouquin, donc les artistes dans l'histoire, que je voulais aborder avec vous. Et après, ce que je voulais dire, oui, c'est que les artistes inspirants, c'est aussi les artistes qui rebondissent. C'est-à-dire, il y a un échec, et ils ont la capacité de résilience, c'est-à-dire, hop,
ils se relèvent et ils y vont. Donc ça aussi, ça fait partie de l'artiste entrepreneur, c'est-à-dire il va pas se laisser abattre et il va continuer. Surtout s'il a une passion qu'il dévore et qu'il a envie aussi de travailler son art. Moi, c'est vrai que quand je parle de mon art, j'ai tendance à y parler comme si c'était un petit objet, un petit poussin que j'avais envie d'élever, que j'avais envie de faire grossir, grossir, grossir. Donc faites comme moi, imaginez que votre art, c'est une espèce de petit animal virtuel, un peu un Tamagotchi, et que du coup, vous voulez vraiment qu'il se développe magnifiquement, que les gens l'apprécient, que les gens en demandent. Mais voilà, il faut le soigner, son art, comme je dis, et c'est ça ce que j'essaye de retranscrire, en tout cas dans les articles blog. Ok. Voilà. Et le dernier, oui, expérience et savoir-faire, oui, que j'ai sauté. Avant-dernier. Effectivement. L'expérience, elle découle aussi de toute notre activité passée, mais elle découle aussi de nos échecs. C'est-à-dire que c'est en échouant après on peut en parler, qu'on va dire, ben moi, tu vois, j'ai tenté ça n'a pas marché, ou j'ai tenté ça a marché. Donc l'expérience et le savoir-faire, c'est intimement imbriqué. Et capacité de résilience. J'en ai parlé, j'ai fait un espèce de mélange, enfin j'ai switché. Il y a Guy en fait qui marquait, qui privilégiait la création à la promotion jusqu'ici. Pas de souci, mais voilà, c'est vrai que la promotion prend énormément de temps. Là, je vous parle pas des posts Instagram ou sur Facebook, c'est énormément de temps. Voilà, donc. Après, pour la création, moi, je pense qu'au bout d'un moment, quand on a suffisamment de stock, c'est pas la peine de faire du stock. Je pense que si on a un déclic et qu'on a envie de montrer son art, il suffit qu'on ait une quinzaine ou une vingtaine de pièces qui, pour nous, sont satisfaisantes. À ce moment-là, on essaye d'en faire quelque chose. Soit de faire une expo, soit de faire un book, soit de faire, je sais pas moi, une exposition collective, soit de démarcher des galeries. Mais je pense qu'au bout d'un moment, si on a vraiment une envie de partager son art, il faut arrêter de faire du stock et de passer à l'action et de rentrer dans alors là, bien sûr, ça fait partie de la promotion, mais ça fait partie aussi du partage que l'art engendre en fait. C'est vrai qu'un tableau qui reste au fin fond d'un atelier, ne va être vu que par l'artiste, et je trouve ça dommage. Alors, est-ce que c'est, donc, par rapport à la question de Calou, à laquelle Pascal a répondu, est-ce que c'est plus facile de vendre de la mousse au chocolat que des œuvres d'art? Je sais pas réellement, je saurais pas répondre. Je pense que ça l'est pas plus, mais voilà, comme je sais pas. Question un petit, voilà, on saura pas répondre, hein, mais bon. Mais là, c'était un exemple pour l'âge, en fait, surtout. Mais après, de toute façon, quand on a son public, l'important, c'est de développer aussi une cible. Si on essaye de promouvoir son art, par exemple, je fais des voitures. Par exemple, je peins des voitures, c'est mon dada. Si je démarche, par exemple, la mauvaise cible, et que je démarche, par exemple, une galerie qui fait de l'art chinois ou de l'art africain, du coup, ça va pas marcher parce que du coup, moi, je vais pas cibler la bonne porte. En revanche, si par exemple mes voitures, je les expose sur le salon de l'automobile ou sur des lieux où il y a des gens qui sont intéressés par les voitures, là, du coup, je cible plus mon public. Et c'est ça qu'il faut faire en fait, c'est essayer de trouver les gens qui ont besoin, qui recherchent votre travail. J'ai Erika qui nous dit que voilà, il y a beaucoup de monde sur Internet en ce moment, donc pour ceux qui coupent beaucoup, on est désolé, mais reconnectez-vous et vous aurez également le replay d'ici 24 heures. Donc on avait aussi une question de Isabelle, je crois. Faut-il beaucoup d'œuvres à présenter aux galeries? En fait, il faut présenter quelques œuvres uniquement, celles qui vous sont les plus chères, celles qui vous plaisent réellement et que vous avez envie de montrer. Alors les plus chères, c'est vraiment plus cher à votre cœur. Oui, cher à votre cœur, je veux dire, les plus chers à votre cœur, pas les plus chers en termes de prix, bien sûr. Un minimum de 15, c'est très bien. 15 pièces à montrer pour une galerie, c'est très bien. Pourquoi? Parce que si la galerie cherche une expo solo, elle aura suffisamment de pièces à montrer, donc elle pourra en choisir 10-12. Si elle a une exposition collective, elle pourra toujours en prendre 4 ou 5. Donc, de toute façon, la galerie ne va jamais exposer la totalité moi, en tout cas, moi, je n'ai jamais vu tout mon stock d'atelier être représenté dans la galerie. Le galeriste fait toujours un choix. Donc, c'est pour ça que je propose, que je recommande aux artistes de faire une sélection de 15-20 œuvres et de les montrer, et sachant qu'il y en aura moins qui seront sélectionnées.
Alors, on va passer donc au slide suivant. Alors oui, donc ça c'est une ça citation que j'ai un peu réaménagée de Tal Ben-Shahar, donc qui est un professeur à Harvard qui a, tiens montre-moi là. Voilà. Donc en fait, c'est un bouquin qui est très intéressant, que je vous mettrai aussi en lien, qui s'appelle Tal Ben-Shahar, donc c'est son nom. C'est un professeur de bonheur à Harvard. Et donc en fait, il a fait un bouquin qui s'appelle Choisir sa vie. Et en fait, au début de ce bouquin, j'ai un peu reformulé parce que la citation est un peu plus longue, mais j'ai trouvé que c'était très bien. Et donc, je vais vous le lire. Donc, j'ai le choix à tout moment. Choisir, c'est créer. À travers mes choix, je donne forme à ma réalité. Quelle est la vie que je veux mener? Quels sont les choix susceptibles de la créer? Donc ça, je vous laisse cogiter. Voilà. On parlait d'objectifs et de stratégie. Si vous avez envie de lire un truc qui va vous rebooster, choisir sa vie, c'est super bien ça, franchement. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt et au mois prochain. À bientôt. À bientôt à tous. Ciao, ciao.